J'ai pas été le meilleur, j'ai gagné des titres, mais jamais numéro 1 incontesté, quoi. À l'arrivée, je vends du brushing et de la coupe, comme des millions de coiffeurs. Donc il faut une valeur ajoutée. Ce que je viens de dire là, ça vaut de l'or, hein. Je suis avec Claude Baruc, un Français qui a réalisé le rêve américain en faisant ce qu'il aime. Il a créé plusieurs salons de coiffure prestigieux à Las Vegas. Il compte parmi ses clients Beyoncé, Paris Hilton, Naomi Campbell, John Travolta et bien d'autres stars internationales, entrepreneurs et hommes d'affaires. Ses compétences, sa vision et sa passion lui ont permis de s'attirer la clientèle la plus prestigieuse au monde. En 2018, il gagne le titre de Celebrity Hairstylist des Hollywood Beauty Awards. En gros, les Oscars de la coiffure. J'ai été particulièrement touché par sa passion et son humilité. Claude est vraiment cool, ses stratégies pour développer son entreprise sont de véritables pépites pour quiconque veut faire décoller son business. Si tu cherches à attirer la clientèle de tes rêves, tu vas kiffer notre discussion. J'ai fait mes écoles primaires, collège à Avignon, et puis après le collège, j'ai envie d'être coiffeur. Alors comment c'est venu, je sais pas, je suis tombé dedans, la passion normale, je sais pas, ou la coiffure qui m'a choisi, enfin bref. J'aimais tout ce qui était artistique, tout ce qui était mode, et puis la coiffure en particulier. T'as su très tôt que tu voulais être coiffeur? Ouais, très tôt, ouais, 14-15 ans. Il n'y avait pas lieu de continuer à l'école, lycée, cursus traditionnel, lycée, université. Dès l'âge de 15 ans, je suis rentré en école de coiffure, dès que j'ai fini le collège en fait. De là, j'ai eu mon CAP, cursus classique. Et puis, ma carrière, ça a été une succession de rencontres en fait qui m'ont toujours fait rebondir et aller plus haut. J'ai rencontré des gens par le biais de mon école de coiffure en fait qui m'ont mis dans des compétitions de coiffure en fait, tout simplement pour jeunes quoi. C'est le genre de compétition, c'est un peu comme du patinage artistique. Il y a une note technique et une note artistique. Donc voilà, c'est de la compétition. T'as quel âge quand tu gagnes ces concours? J'avais 16 ans, 17 ans. T'as des potes comme ça de l'époque qui avaient un peu des rêves similaires aux tiens mais qui bossaient pas assez pour… Alors en fait, c'est pas des concours gagnés ou des titres qui vont automatiquement t'ouvrir des portes de ce que tu veux faire ou de tes rêves. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que j'ai pas été le meilleur. D'accord. J'ai pas été le champion du monde, j'ai pas été le champion de France. J'étais toujours bien placé, j'ai gagné des titres, bien sûr, au niveau départemental, au niveau régional, très bien placé au niveau national. Je faisais partie des meilleurs Français souvent, mais jamais numéro 1 incontesté, quoi. Il y avait des gens qui étaient numéro 1 tout le temps en termes national. Tu savais que tu avais 1, 2 ou 3 places qui allaient être compliquées à aller chercher, quoi. Donc tu arrivais 4e, 5e, 6e. De temps en temps, tu arrivais à faire un exploit, à venir 3e, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc c'est pas le meilleur forcément qui va arriver au bout de ses rêves. C'est une question de chance, de stratégie, choix de vie en fait, tout simplement. Donc c'est ce que tu pourrais nous raconter d'ailleurs ce que tu me disais dans la voiture tout à l'heure, le passage avec Courchevel, du coup ce qui s'est passé. Ouais, donc bon, tous ces concours se font, évidemment, ça t'ouvre l'appétit. Et puis à un moment donné, tu as envie de croquer le monde en fait. Après c'est un tempérament, il y a des gens qui bougeront jamais, qui n'ont jamais bougé, tant mieux, c'est très bien pour eux. Mais moi j'ai envie de croquer le monde, j'ai envie de voir le monde. Je m'étais focalisé à l'époque, évidemment, que sur Paris. Quand tu es en France, la capitale c'est Paris, c'est là où ça se passe. C'était le rêve. Je travaillais dans un centre d'Avignon, j'étais pas bien moralement, je savais pas quoi faire, j'ai envie de bouger, j'ai envie… Et puis une de mes clientes à moi s'aperçoit que je suis pas comme d'habitude, où j'ai toujours un tempérament toujours joyeux, sympathique. Et là, j'étais pas bien. Des jours où on est un peu down, quoi. Et elle me dit, je fais ça. Je dis, ouais, j'ai envie de partir à Paris, je sais pas comment faire, je suis jeune. Elle me dit, écoute, moi, chez mes beaux-parents, ils ont un salon de coiffure à Courchevel. Est-ce que tu connais Courchevel? À l'époque, je dis, pas vraiment, une station de ski. Elle me dit, alors écoute, voilà, Courchevel, c'est une station de ski, mais prince, princesse, saoudien, célébrité, les plus grands businessmen de ce monde, d'Europe, clientèle très internationale. Et tous les clients internationaux que tu peux avoir à Paris, tu les as à Courchevel de toute façon. Voire limite plus d'ailleurs. Voire limite plus, bien sûr. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai pas de concurrence. À Paris, on est des milliers de coiffeurs à vouloir avoir ces clients-là. Quand tu es à Courchevel, ça reste un village. Tu as 2-3 salons, donc tout le monde mange à sa faim, si j'ai envie de dire, quoi. Donc moi, je ne connais pas trop Courchevel. Je dis, allez, pourquoi pas une première expérience, c'est logé, pourquoi pas. C'était pas très bien payé, mais allez, c'était pas l'argent qui comptait, quoi. Tu peux en parler de ça, parce que je pense que c'est super important. Je vois des gens qui font l'erreur dans leur début de carrière
de vouloir absolument gagner beaucoup d'argent tout de suite et qui du coup n'ont pas assez d'expérience ou se créent pas le réseau. Pourquoi tu le fais toi en fait à ce Alors, moment-là? à moins de gagner au loto, pour gagner de l'argent, il faut investir. Au début de ta carrière, la seule chose que tu as à investir, c'est du temps. Tu n'as pas d'argent. Donc ton investissement, c'est du temps. C'est de l'apprentissage. Ma cliente me dit, écoute, je te fais avoir un entretien d'embauche avec mes beaux-parents. Très bien. Donc je monte les voir, c'était à l'époque sur Lyon. Ça se passe bien. Ok, 1er décembre, tu démarres la saison à Courchevel pour l'hiver jusqu'au 30 avril. 4-5 mois d'hiver, à la neige, Courchevel. Ok, pas de problème. Donc j'arrive, appartement, colocation avec les collègues de boulot. Donc ce que j'appelle mes années love story. Donc moi je suis arrivé, j'ai pas dormi pendant 5 mois. C'est-à-dire c'est la fête tout le temps? C'est la fête tout le temps. Et en fait je me suis aperçu qu'en faisant la fête, je ramenais grave de clients. J'avais pris des contacts la nuit. Mais pour prendre des contacts la nuit et faire votre clientèle la nuit, je touche pas à l'alcool et d'autres choses. Là, c'est un secret que je dis là. Là, ce que je viens de dire là, ça vaut de l'or, hein, surtout au milieu de la coiffure. Hein. Sobriété oblige. T'avais ton cerveau qui marchait quoi. Ben, je suis en mode travail du matin au soir. Même en boîte de nuit du coup. Ben, surtout en boîte de nuit. En boîte de nuit, c'est de l'image. À l'arrivée, je vends du brushing et de la coupe, comme des millions de coiffeurs. Donc, il faut une valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée que je connaisse, c'est moi. Donc, c'est à moi de faire la différence. Donc, après, c'est une question de caractère. C'est une question de personnalité, c'est une question d'attitude. Ce qui fait que les gens vont avoir envie de venir avec toi et essayer ou se sentir en confiance d'essayer avec toi. Je commence à connaître du monde, à me faire un réseau énorme. Là on parle de célébrités, de... Ouais, on parle de célébrités, c'était des saisonniers aussi, hein, parce tu peux pas choisir ta clientèle à cet âge-là, tu démarres. Est-ce que tu es autorisé à donner quelques noms que les Français pourraient connaître? Oui, bien sûr. Ophélie Winter était une de mes premières clientes de célébrité, ce que je peux dire, il y a quelques années de ça. Naomi Campbell est devenue une de mes clientes. John Travolta, que j'ai eu récemment à Las Vegas. Karla Garfeld, que j'ai eu notamment aussi. Paris Hilton. On a eu Janet Jackson. Voilà, ça suffit. Enfin, voilà, quoi. Il y en a eu d'autres, mais voilà. Enfin, j'arrive à Courchevel, la fête, quoi. 20 ans, 19, 20 ans, les copains, les filles, les boîtes de nuit. À cette époque-là, c'était énorme parce que je me souviens attaquer le boulot le matin à 10h. Je sortais du boulot à 20h. Je partais chez moi, je dormais jusqu'à minuit. Minuit, je mettais le réveil, douche et j'allais en boîte. Jusqu'à 4-5 heures du matin. 4-5 heures du matin, selon comment la soirée s'était passée, je rentrais me coucher ou pas. Et après, j'allais au boulot. Voilà. Donc, et là, c'était des années folles, quoi. L'hiver se passe, je me fais de la clientèle. Je me souviens qu'à l'époque, je coiffe Olivia Sulitzer, la fille du romancier Paul Sulitzer, qui me dit je te présente à ma copine Jasmine Al-Fayed, qui était la fille de Mohamed Al-Fayed. Et donc ça a commencé à créer du network, en fait. Ça a été un peu des gens, alors pas des célébrités, des stars du milieu du showbiz, mais ou des gens du réseau. Des gens du réseau et du milieu un petit peu haut de gamme, mondain, haut de gamme, voilà. Est-ce que c'était vraiment lié à « je suis au bon endroit » ou est-ce que tu avais une manière de t'y prendre avec les personnes qui faisait qu'elles avaient envie de connecter avec toi? Alors, j'ai envie de dire, il y a aussi une manière aussi de faire, une manière voilà. J'ai quelques règles dans ma vie qui font que j'ai quand même une approche avec mes clients du fait de mon caractère, mais aussi du fait de mes valeurs qui fait que je suis un peu différent. Donc, il faut créer cette différence-là. Tu pourrais décrire un petit peu, par exemple, si tu devais me donner une leçon rapidos de comment être à l'aise justement avec des personnalités, des célébrités, tu conseillerais ça comment? Ben, déjà, face à eux, je fais pas la groupie, pas faire le fan. Hein? Ça donne quoi, par exemple, pas faire le fan? Faut éviter quoi? Ouais, pas s'affoler. Ouais, j'adore. Non. J'essaye de me remettre dans le contexte. T'as 19 ans, t'es en boîte de nuit et là, imaginons tu vois une personnalité. Ouais. Quand tu la vois, tu te dis quoi à l'intérieur? Ouais, super, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Mais t'as pas de stress? Non, j'ai pas de stress spécifique ou quoi que ce soit. Quand j'avais Naomi Campbell sur mon fauteuil pour la première fois que je l'ai eu, j'ai pas de stress particulier à avoir. J'essaie de les faire sentir à l'aise, quoi. J'essaie de les faire prendre... oublier qu'ils sont une star. Ouais, et les prendre de manière normale, en fait. Est-ce que tu as vu des potes un peu coiffeurs qui, pour le coup, justement, ont été trop en mode fan et ça n'a pas du tout connecté? Non, je connais pas de coiffeurs comme ça, ce que je sais. Mais après, moi, je sais que quand j'avais mes équipes avec moi, vos téléphones, sur le côté, je veux rien voir, quoi. Tant qu'on n'a pas la permission, tant qu'on n'a pas un rapport proche où ça vient de manière naturelle,
il se passe rien. Moi, j'ai même eu des clients après du milieu des affaires, des gens extrêmement connus que je coiffais pendant des années et je savais même pas qui ils étaient. Je leur demandais même pas ce qu'ils faisaient dans leur vie, quoi. Pourtant, ils sont pas connus du grand public, mais dans le milieu des affaires, où quand tu les connais, tu dis ah ouais, c'est lui qui a ça, c'est lui le propriétaire de cette marque-là, quoi. Marque mondialement connue. Moi, je pose pas la question. Je les prends normalement. Et je pense que ça fait partie d'une de mes règles qui fait que voilà. Parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ils vont être prêts à mettre 100 fois plus cher sur la table qu'avec un autre coiffeur parce qu'ils ont toute une expérience, tu m'en parlais dans la voiture, ils ont un accueil, ils ont une relation, plus la technique que tu vas apporter. Mais c'est tout cet ensemble. Et les gens vont des fois se dire, mais je comprends pas pourquoi ils payent aussi cher une coiffure, mais c'est parce que ça va largement au-delà de juste payer une coiffure. En fait. C'est tout un moment qui se paye en fait. C'est un moment. Je veux dire, et ça je l'ai compris très vite en fait. Je l'ai compris très vite. Bon, alors il y a aussi une côté compétence technique et artistique à avoir qui est aussi indéniable. J'ai connu des coiffeurs peut-être meilleurs que moi. Mais qui n'étaient pas bons dans la relation par exemple. Voilà. Après c'est un ensemble. C'est pas juste simplement le talent artistique et technique qui fait que tu vas être le plus reconnu et accrocher tes rêves. Peut-être que le rêve de certains coiffeurs c'était d'être le coiffeur de star de sa rue quoi, ou de son village. Et c'est tout autant respectable que d'être le coiffeur célébrité de l'année à Hollywood, quoi. Moi, je sais que ce que je voulais, c'était avoir quelque chose de gros, c'est faire quelque chose de gros. Donc, j'ai été pour l'accrocher, quoi. J'ai fait en sorte de l'accrocher. C'est une stratégie, c'était une route à ne pas déroger. Il y a des faits de vie qui font, et moi, Dieu sait que j'en ai eu, qui font que tu dévies de ton chemin, mais tu essayes de garder le cap et revenir dans ton chemin. Comment on arrive à être retrouvé à Las Vegas? Alors, après, tous mes copains et copines de Courchevel, je m'aperçois qu'ils sont connectés à Saint-Tropez. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je monte faire un hiver à Courchevel et de là, je partirai à Paris. Finalement, je n'ai jamais été à Paris de ma vie. D'accord. Voilà. Paris, je l'ai zappé toute ma vie, en fait. Donc, on verra peut-être, l'avenir me dira peut-être qu'un jour, mais... Donc du coup, je trouve un boulot à l'hôtel Byblos, l'hôtel légendaire du centre-ville du centre du village de Saint-Tropez, et qui a aussi un autre salon, un deuxième salon sur une plage. Je faisais 3 jours à l'hôtel et 3 jours sur une plage privée. Et je gagne encore moins d'argent par contre, parce que j'étais logé à Courchevel et que je n'étais pas logé à Saint-Tropez. Donc j'avais un salaire minable qui passait pour les 50, 60, 70% du salaire dans un logement encore plus minable. Ça te frustrait ça ou pas? Non. Ça frustrait mes parents. Tu disais, ils disaient c'est pas normal, t'es exploité. Ouais, non, mais ils disaient faut que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi. Rentre à Avignon. Alors mes parents, quand je suis parti, les premières années, chaque fois que je partais en saison, ils refaisaient ma chambre, en espérant que ma chambre allait être jolie, assez jolie. Pour que tu restes. Pour que je reste. Donc c'était rigolo, quoi. Mais très vite. Chaque année, ils se disaient on va changer ça, cette fois ça va lui plaire. Ouais, très vite, ils ont compris que, non. Pour eux, c'était tes coiffeurs, tu rentres, tu vas travailler chez Jean et David, chez Desange, ou tu te montes un petit salon dans le quartier. C'est bien, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est top, quoi. Alors que moi, non, je m'amusais, j'étais content. Je commence à rencontrer des gens. Et là, très vite, on me dit, en dehors du salon, viens travailler sur mon bateau. Viens travailler dans ma villa. Là, t'es mieux payé, là. Ah ouais, donc là, je faisais pas mal d'argent, ouais. Parce que là, c'était tout pour moi et des grosses sommes. Quand tu vas sur un bateau, c'était bien. Et donc, je m'arrondis mes fins de mois, comme tous les coiffeurs au monde, en fait, par un petit peu de petits billets au black à droite à gauche. Et à part que là, c'est sur des yachts et dans des villas et dans des hôtels 5 étoiles de Saint-Tropez. Et je me fais encore du réseau, quoi. C'est super intéressant. En soi, tu es très peu payé pour ton job principal, mais par contre, ça te connecte. Ouais. Et ça commence à porter ses fruits. Ouais, parce qu'en plus de ça, je commence à connecter avec des gardes du corps. Je commence à connecter avec des concierges. Ça, tu le fais volontairement, tu te dis? Oui, bien sûr. À partir de là, je commence à créer du réseau. Et donc, c'est reparti pour un été de fête. On ne dort pas beaucoup, on s'amuse beaucoup. Voilà. J'ai ces clients-là, connus. Alors, pas encore de stars cet été-là, le premier été. J'ai pas encore eu de stars cet été-là. Mais j'ai des gens, on va dire, du milieu des affaires. Donc, comme je disais, Al-Fayed et autres. Et des gens, des villas, parmi les villas les plus jolies, les plus luxueuses de Saint-Tropez. Quand tu coiffes une personne, déjà à cette époque-là, quand on va chez le coiffeur, justement, Desange, la personne te parle, te pose des questions. Toi, tu parles pendant que tu coiffes à ce moment-là? Ouais, je parle, mais j'arrive à jauger si mes clients veulent parler ou pas. À toi de voir, à toi de jauger, en fait, ce qu'ils sont prêts à dire, pas dire, à quel point ils sont prêts à parler. Mais donc, tu le sens, ça, toi? Ouais, mais moi, je reste à ma place. Je suis un serviteur.
À l'arrivée, je ne suis pas un coiffeur ou quoi que ce soit, je suis un serviteur. Je suis là pour les servir. Donc je reste à ma place. C'est ça aussi, c'est une clé de la réussite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne restent pas à leur place. Alors, sous prétexte qu'on devient coiffeur de gens un peu célébrités ou le serveur des gens célébrités ou le cuisinier ou quoi que ce soit, les gens dépassent la limite après. Et ça, c'est une... Et d'ailleurs, c'est ce qui tue ton réseau, j'imagine, si tu commences à trop… Ah, c'est ce qui tue ton réseau. Je ne suis pas du même monde que ces gens-là. On ne fait pas partie du même monde. Et c'est très bien comme ça. Et je suis très bien comme ça, quoi. Je suis marié, j'ai une femme, 2 enfants, ma petite vie à la maison peinard, je suis content. Voilà. Donc moi, quand je suis avec ces gens-là, sur leur bateau ou quoi que ce soit, je ne fais pas l'impressionner. Et puis, j'essaye pas de devenir leur meilleur ami et de devenir un amuseur de la galerie, quoi. Voilà. Ça, c'est très important. Comment tu trouves le curseur, justement, de savoir, tiens, je vais lui raconter une blague ou je vais lui dire quelque chose, ou alors non, je vais rien dire? Bah après, ça vient au feeling, hein. Ça vient après. Alors oui, alors je te dis pas, il y a des clients qui sont devenus des très très bons amis à moi. Aujourd'hui, on se permet des blagues, on s'appelle à n'importe quel moment. Si j'ai un souci, je les appelle, ils ont un souci, ils veulent un renseignement, ils m'appellent. Parce que là, au bout de 15 ans, maintenant, presque 20 ans à graviter dans ce milieu-là, oui, oui. Donc j'ai une relation, mais ça reste toujours pro quand même. Les premières approches, tant qu'on n'a pas vraiment des années ou des mois de complicité, il faut faire très attention. Tu es plutôt dans une approche, entre guillemets, à être en relation avec eux, mais tu restes à ta place et, entre guillemets, tu les laisses plutôt venir vers toi? Tout à fait. Je provoque rien, je laisse tout venir. À la fin du premier été, dans mes clientes, notamment Jasmine Al-Fayed, je reçois un coup de fil au mois d'octobre, donc un mois après la fin de l'été, quoi, après la fin de la saison, du gros de la saison. Et elle me dit, Claude, j'ai besoin de mes mèches. Est-ce que tu peux venir au Ritz à Paris me faire les mèches? Et elle prend l'habitude de m'appeler, de me faire voyager pour elle. Et je commence à voyager privé pour des clients haut de gamme, quoi. Je commence à me dire, putain, cette clientèle-là, elle est prête à tout, en fait. Et ça m'a donné des idées, quoi. Donc, continuer à travailler mon réseau. Et puis, à bout d'un moment, je ne pouvais plus aller au salon parce qu'il y avait trop de demandes, en fait. J'ai commencé à rencontrer des hommes d'affaires, parler avec mes clients qui sont des hommes d'affaires. Ils t'ont façonné ton cerveau. Et à ce moment-là, je me dis, bah, moi aussi, quoi, ça y est, quoi, je veux faire de l'argent maintenant. Les nanas, les copains, les copines et tout, c'est stop. Ça illustre bien à quel point qui tu côtoies détermine tes pensées et ta vie. Vraiment, après, pour être terre à terre et être d'un pragmatisme froid et cinglant, comme on dit, parfois c'est dis-moi combien tu as, je te dis qui tu es, quoi. Ok, l'argent fait pas le bonheur, j'ai jamais été pour l'argent, mais à un moment donné, faut que tu sois quelqu'un, quoi. Donc pour être quelqu'un, il faut entreprendre. Dans mon milieu, hein, je parle dans mon expérience. Dans certains milieux, pas tous, mais c'est la réussite qui… On te mesure à ta réussite. Ouais, on te mesure à ta réussite. Donc tu réalises qu'en fait… Et je le réalise qu'à un moment donné… Si tu n'as pas une marque, si tu n'as pas un nom, si tu n'as pas une réussite, on te prendra moins sérieux sur le long terme. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du freelance, je gagnais beaucoup d'argent. Mais j'avais envie de m'établir. J'ai envie d'avoir mon nom sur une vitrine. J'ai envie d'avoir mon nom dans les magazines. Et puis j'ai envie de recevoir les gens. Ils me recevaient chez eux. Moi, cette fois-ci, j'ai envie de les recevoir chez moi. J'ai ouvert un salon. Et puis 2, et puis 3. Et puis là, j'ai eu les stars qui sont arrivés. Naomi Campbell, des membres du groupe U2 quand ils étaient à Saint-Tropez, des actrices américaines, genre Tara Reid, Karla Gerfeld, Jean Rock, Ophélie Winter, Patrick Bruel venait dans mon salon à Saint-Tropez, à Courchevel aussi, avec ses enfants, Catherine Zeta-Jones, son mari, Michael Douglas, tous ces gens-là, quoi, que j'ai eu, quoi. Je savais que j'allais faire quelque chose. J'avais ce truc, j'avais cette envie, quoi, des petits de faire quelque chose. Même avant que je sache que je voulais faire coiffeur, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Si aujourd'hui tu vas faire une émission et que tu parles à ma famille, hormis mes parents et mes frères, mais tu parles à tous les gens qui sont autour de moi, mes profs que j'avais à l'école, en cours élémentaire, ou les copains et tout que j'avais à l'époque, il n'y en a pas un qui aurait misé un franc sur moi, quoi. Donc si tu veux, mes premières années d'école ont été très compliquées pour moi, donc j'ai pris du retard. Donc après… et donc du coup, par conséquent, j'ai redoublé. Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi. Ouais, j'étais, voilà, le gamin, il a un CE2, il a 2 ans de retard. Il a redoublé 2 fois, je suis en CE2, frère. Ça m'inspire que tu t'en parles, de dire on n'est pas condamné à ce que les autres pensent de nous. Non, quoi. Alors moi, j'avais des cousins, des cousines, des trucs. Oh, ne lui parle pas, lui, de toute façon, il comprend rien, il a redoublé 2 fois déjà. Ça, je l'ai pris dans la gueule, ça. Et tu te disais quoi, que tu ressentais quoi? Bah, beaucoup de peine. Couplé à ça,
Mon père perd son boulot, il a 45 ans à l'époque. Aujourd'hui, quand tu es au chômage, les gens ils s'en foutent, quoi. Mais mon père, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie, depuis l'âge de 13 ans, supporter sa famille, tu vois, ramener le salaire et donner le salaire à sa mère pour élever tous les frères et sœurs qu'il avait. Donc moi, je vois mon père pas bien à cette époque-là. J'absorbe tout. Il devient un peu, lui, comme moi je le suis en termes d'école, il devient, lui, la même chose. Loser de la famille. Hein. Ouais, alors qu'il n'est pas du tout. Bien au contraire. J'en trouve extrêmement parce qu'il y a une différence qui va se faire entre moi et mes cousins, par mes grands-parents, par ma grand-mère à l'époque. C'est la famille, famille loser quoi, dans la tête de ta... Ouais. C'est ce qui a été aujourd'hui ma bénédiction dans ma vie, quoi. C'est génial que tu le vois comme ça et que tu en parles en plus. Ouais. Au final, ça t'a créé un feu de... Ah bah ça m'a créé une rage. Je me compare à mon héros favori, c'est-à-dire Rocky, quoi. Je fais pas le fan devant les stars quand ils viennent s'asseoir. Mais alors si Stallone il vient là, j'aurais du mal à me contrôler. Je pense que je le préviendrai déjà. Il serait prévenu parce que là, je pense que j'aurais du mal à me contrôler. Voilà, c'est le seul. Je connais tous les films par cœur. Tu peux me sortir n'importe quelle parole. C'est quoi ta scène favorite pour avoir le feu intérieur là? Dans Rocky 2, quand sa femme sort du coma, il lui apporte leur enfant et qu'elle lui dit vas-y fonce. Elle voulait pas qu'il se batte avec Apollo et qu'à ce moment-là elle dit vas-y fonce. Gagne. Tu ressens quoi là quand tu vois bah là c'est un coup de feu là, j'ai l'impression d'être dans un canon et c'est moi la catapulte quoi, c'est moi le boulet quoi. Cette scène là, tu penses que ça t'a aidé à réaliser le truc? Ouais, bien sûr. C'est bien d'avoir des héros. Tu vois, faut s'identifier à ces héros parfois. Moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis la scène dans Rocky 3 quand sa femme lui fait la morale, il perd son premier fight contre Clubberland. Quand son coach lui dit que ses premiers combats avaient été un peu arrangés pour près, donc il ne sait plus où il en est, et elle lui dit bah, va te battre contre lui une bonne fois pour toutes, cette fois-ci sans excuse, et tu verras. Let's go. Ouais, j'ai peur, mais va affronter ta peur. Moi, quand je suis venu à Vegas, ouais, j'avais peur. J'avais 2 salons en France. T'as tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'avais ma fille aînée qui avait 2 ans et demi. On a lâché les familles, les parents, les grands-parents, et on est venu quoi. Ça faisait 15 ans que j'étais sur Saint-Tropez-Courchevel, que j'avais gravi échelon par échelon et que j'étais un peu tranquille. J'attendais ma retraite, j'avais mon petit succès tranquille. Tu aurais pu rester comme ça. Ouais. Et là, j'ai envie de me mettre un challenge, j'ai envie de voir, ok, qu'est-ce que je vaux vraiment en dehors de ma zone de confort. Si ça s'était mal passé, tant pis, mais au moins ça aurait été comme dans Rocky 3, le mérite d'être vrai et de savoir où est-ce que j'en étais, quoi. J'ai vu des gants de boxe dans ta voiture d'ailleurs. Ah, parce que je boxe, je fais 2 entraînements par jour. Je rêve de faire un fight, donc j'ai un coach préparateur physique que je vois tous les matins et mon coach de boxe que je vois tous les après-midi. Ça t'aide aussi. Ça m'aide aussi mentalement, ça me permet de sortir aussi du boulot, du stress du boulot et d'avoir un autre centre d'intérêt à côté, donc ce qui me permet de totalement sortir du boulot, aller sur quelque chose d'autre pour mieux revenir après sur le boulot, quoi. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.